Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio du lycée français Charles Lepierre de Lisbonne. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée à la Journée internationale des droits des femmes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'abord de vous présenter l'équipe des jeunes journalistes qui a travaillé sur cet épisode. Vous aurez le plaisir de retrouver Eline et Maïté qui sont des élèves de seconde, Paul qui est en première, Thaïs qui est une élève de terminale et moi-même, Antonia, qui suis en première. À travers différentes interviews et un reportage, nous avons essayé de nous interroger sur l'avancée de la lutte pour les droits des femmes à l'école et plus globalement dans la société. Ainsi, vous retrouverez une interview de Madame Négrel, proviseure du lycée, une interview de Madame Diebreu, étudiante à Sciences Po Paris, et enfin, un reportage dans la classe des CM1D. Ces trois parties de l'émission ont vocation à aborder la problématique du droit des femmes et de leur place dans la société par trois biais différents. L'éducation, l'engagement associatif et enfin à travers les yeux des enfants. Débutons avec l'interview de Madame Négrel, proviseure du lycée, interviewée par Eline et Maïté en décembre 2020 sur le rôle de l'éducation dans l'égalité homme-femme. Bonjour, madame. Nous sommes de Géry et nous sommes ici pour vous poser quelques questions par rapport à l'égalité homme-femme au sein de l'éducation à la française et le système français. Et cela est pour C'est pour en fait une émission où on interviewe plusieurs personnes dans plusieurs domaines pour parler de ce sujet. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors bonjour, merci d'être venu jusqu'à moi pour une interview. Donc, je m'appelle Isabelle Négrel, je suis proviseure du lycée Charles Lepierre depuis 1 an maintenant. Et je suis en fait dans ce métier, personnel de direction, depuis 24 ans maintenant. Donc, j'ai commencé en tant que proviseur adjoint à Marseille, où j'ai exercé pendant 5 ans. Et puis mon premier poste de chef d'établissement, parce qu'on commence comme adjoint et on continue comme chef, premier poste de chef d'établissement au bout de 5 ans, ça a été la création d'un collège qui n'existait pas. Donc une création d'établissement à Marseille toujours. Donc une première expérience très intéressante. Donc pour résumer un petit peu ma carrière, j'ai travaillé à Marseille, j'ai travaillé dans l'Académie de Paris, j'ai travaillé au Liban. Je suis revenue dans l'Académie de Versailles où j'étais proviseure du lycée international à Saint-Germain-en-Laye. Et puis me voilà au lycée Charles Lepierre depuis l'année dernière. Je précise que c'est mon 3e poste de proviseur sur un établissement de plus de 2000 élèves avec école, collège, lycée. J'ai connu ce type d'établissement au Liban, à Saint-Germain et ici. Et je le précise parce que ce n'est pas encore très développé en France, des femmes chefs d'établissement sur des gros établissements. On est sur un chiffre de l'ordre de 20% de femmes sur ce type de poste. Donc et sur ces 3 postes, j'ai été la première femme chef d'établissement sur les postes en question. Première au lycée Charles Lepierre, première à Saint-Germain, première au Liban sur le poste que j'ai occupé, sur des établissements qui étaient très anciens. Au Liban, il était créé en 1950 à Saint-Germain, et ici c'est aussi un établissement de 1950. Donc c'est un petit peu nouveau sur ces établissements d'avoir des femmes chefs d'établissement. Alors, nous voudrions exactement parler de l'égalité homme-femme au sein de l'éducation à la française. Et pouvez-vous d'abord nous dire qu'est-ce que c'est l'éducation à la française et quelles sont ses valeurs ? Alors, je trouve que c'est un sujet difficile de définir l'éducation à la française. Évidemment, on a tous une première réponse qui vient en citant les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité. J'ai envie d'ajouter la laïcité dans l'éducation à la française et le refus de toutes les discriminations. Et on peut dire en résumant que l'éducation à la française, c'est l'éducation au respect de tous et à la solidarité, mais on n'entend pas encore spécifiquement ce qui peut être français. Moi, j'ai envie aussi de dire que l'éducation à la française, pour moi, c'est prendre en compte tous les élèves, dans toutes leurs particularités, toutes leurs différences, et l'objectif, c'est de les accompagner tous sur un chemin de progrès. C'est difficile de dire vers la réussite, vers l'excellence pour tous, mais en tout cas, sur un chemin de progrès, les mettre en confiance et leur donner envie de progresser. Et puis une deuxième réponse que j'ai envie de faire quand on parle d'éducation à la française, c'est justement en comparant ce que j'ai pu découvrir dans d'autres pays. Alors au Liban,
Et puis dans l'établissement que j'ai dirigé à Saint-Germain, c'était un établissement particulier parce qu'il y avait 14 sections internationales. Donc j'ai travaillé avec 14 cultures différentes. Des Américains, des Japonais, des Russes, des Suédois, l'Europe du Nord, l'Angleterre. Et là, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'était l'éducation à la française. Et j'ai toujours cité comme extrême l'éducation à l'américaine et l'éducation à la japonaise que j'avais dans mon établissement, parce qu'on est sur un modèle américain où il y a beaucoup de liberté des élèves, où il y a une relation très proche avec les professeurs, où les élèves peuvent être bavards, bruyants, mais ça fait partie de la relation qui est instaurée dans la classe. Et l'éducation à la japonaise, où on est sur la rigueur, l'autorité du maître, où des élèves travaillent beaucoup, et ont peu de paroles. Et je trouve que l'éducation à la française, elle est exactement entre les deux. Elle est dans la recherche d'un équilibre où on va demander à l'élève à la fois d'apprendre, d'écouter, d'avoir un respect pour l'enseignant, mais en même temps, on va l'éduquer à avoir une parole critique, on va le laisser s'exprimer, on va encourager cette parole. Et ça, c'est vraiment pour moi ce qui définit l'éducation à la française. D'accord, merci beaucoup. Pensez-vous que l'école soit un lieu de diffusion et d'apprentissage de l'égalité et l'égalité homme-femme ? Alors, elle l'est en tout cas dans l'esprit, dans les textes, puisque l'égalité des filles et des garçons, c'est la première dimension de l'égalité des chances qu'on recherche à l'école et que l'école doit garantir aux élèves. Il s'agit d'une obligation qui nous est faite de garantir l'égalité filles-garçons. Dans notre pays, en France, comme au Portugal, les filles et les garçons ont le même droit à l'éducation. Déjà, c'est un premier point de départ pour l'égalité et je pense que c'est une grande chance. Là aussi, j'ai eu l'occasion de mener des projets dans mon établissement précédent où nous avions un partenariat avec le Cambodge et avec des orphelinats au Cambodge où on a permis aux filles d'avoir une scolarité parce qu'au Cambodge notamment et dans certains pays d'Asie, on va scolariser en priorité les garçons pour qu'ils puissent ensuite travailler et on ne va pas permettre cette égalité d'éducation pour garçons et filles. Donc c'est un sujet important, mais je ne sais pas si c'est encore vraiment un sujet d'apprentissage dans nos établissements, en tout cas pas suffisamment. Et je pense qu'il est important de donner la parole aux filles, peut-être un peu plus de l'encourager cette parole parce qu'elles ne prennent pas toujours spontanément la parole en classe. Alors je ne veux pas être dans les stéréotypes et dans les clichés, mais on le sait, hein, c'est comme ça, je viens de terminer les conseils de classe, donc on peut constater qu'effectivement les filles peuvent encore parfois être plus réservées en classe que les garçons. Il est important aussi d'encourager les vocations scientifiques des filles, parce qu'on sait là aussi que les filles réussissent globalement mieux leur scolarité collège et lycée, et pourtant elles vont s'auto-limiter et elles ne vont pas s'autoriser à suivre des carrières scientifiques exigeantes parce qu'elles vont peut-être avoir peur d'être confrontées à des garçons et elles ne se sentent pas suffisamment prêtes à affronter ces enjeux-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là. Alors, selon vous, quels sont les moyens mis en œuvre pour inculquer cette égalité et à partir de quel âge ? Alors, je pense qu'il faut commencer tout petit. Il faut vraiment commencer tout petit. Et c'est vrai qu'il y a une vraie conscience, une prise de conscience de l'éducation nationale en France sur cette nécessité de commencer très jeune cette éducation à l'égalité. Il y a eu un travail qui a été fait sur les manuels scolaires en France pour enlever tous les clichés où on montre des images de jeunes filles qui vont jouer à la poupée ou de garçons qui vont jouer devant un garage. Enfin, il y a vraiment un travail et on essaie vraiment de changer cette représentation des genres dans les manuels scolaires. Il y a des séances d'éducation qui sont prévues aussi dans les programmes d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Mais il y a encore beaucoup de travail sur le plan éducatif. Il faut aussi qu'on travaille pour favoriser la parole des filles, je le disais tout à l'heure, mais favoriser la parole, là, c'est aussi encourager les filles à ne pas accepter tout et n'importe quoi de la part de garçons qui pourraient avoir des comportements répréhensibles. Donc il faut que les filles aussi se sentent en confiance dans les établissements pour parler. Et ça, c'est notre rôle éducatif que de permettre ces lieux de parole et de mettre tous les élèves, alors ça vaut pour les filles et pour les garçons, et puisqu'on est dans ce sujet-là,
je vais partir du principe que quelquefois des filles peuvent se sentir en insécurité et ne pas oser prendre la parole. Je voudrais ajouter aussi que l'égalité fait aussi partie des contenus d'enseignement. Donc ce n'est pas seulement une exigence théorique qui apparaît sur le site du ministère de l'Éducation nationale, c'est aussi une compétence qui fait partie du socle commun de connaissances et de compétences à acquérir dans le cadre au collège, et que je ne sais pas si vous vous souvenez de votre scolarité au collège, mais où on valide aussi des compétences sociales, et dans ces compétences sociales, il y a le savoir vivre ensemble, et savoir vivre ensemble, filles et garçons, en fait partie. Et donc, malgré cela, on constate des fortes inégalités encore. Comme vous disiez tout à l'heure, l'autocensure des filles pour les filières scientifiques, ou même en allant dans la cour des primaires, on voit les garçons qui jouent à la balle et les filles autour. Enfin, là, c'est plus trop le cas. Mais... Des garçons qui occupent l'espace. Oui, oui, c'est ça. Et les filles qui se collent Exactement, oui. autour. Et donc, qu'est-ce qui pourrait, d'après vous, être amélioré ou modifié pour contrer cela ? Je pense que ça passe beaucoup par la parole. Il faut qu'on aborde ces sujets, il faut qu'on en parle avec les élèves, il faut créer des espaces de parole, parce que ce n'est pas en disant aux garçons il faudrait laisser un peu de place pour les filles et aux filles il faudrait faire comme ça, mais il faut qu'il y ait une parole qui se libère pour qu'il y ait une prise de conscience qui s'effectue. Et la prise de conscience, elle doit s'effectuer des deux côtés, filles et garçons, pour que chacun prenne conscience du fonctionnement en fait du sexe opposé. Je pense qu'il y a une prise de conscience mutuelle à avoir. Donc il faut encourager ces lieux de parole. Alors on va avoir l'occasion de développer la parole dans l'établissement à ce sujet-là, nous allons accueillir bientôt un étudiant qui est un jeune normalien qui vient d'être reçu à l'École normale supérieure de Lyon, qui va venir passer un long stage dans l'établissement du mois de février au mois de juin. Et dans le cadre de sa présence, il va effectuer un travail de recherche sur l'égalité filles-garçons. Donc je lui ai dit, ben voilà, prenons le terrain d'observation, lycée français Charles Lepierre, et nous allons observer l'égalité filles-garçons au lycée. Donc ça va être l'occasion de réaliser des enquêtes, des interviews, d'observer. Il va observer, il va passer un certain temps dans les classes, il va enseigner aussi. Et puis j'espère qu'il va pouvoir réaliser des enquêtes. Vous pourrez peut-être l'aider dans sa démarche. En tout cas, j'aimerais bien que ça nous donne une vraie photographie de où en est-on au lycée Charles Lepierre des relations filles-garçons. Comment ça se passe? Est-ce que les filles ont toute leur place? Est-ce que les garçons respectent les filles? Est-ce que chacun se respecte? C'est l'occasion de le dire. Et ça ne me fait pas peur d'entendre que finalement, non, peut-être que les filles n'ont pas suffisamment de place. Si c'est le cas, on l'entendra et on essaiera de réfléchir ensemble à quelles actions on peut mettre en place pour améliorer cette situation. Merci à Madame la Proviseure d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et à Eline et Maïté. Retrouvons maintenant Paul et moi-même pour l'interview de Madame Di Ebreu. Dans cette interview enregistrée en mars 2021, nous échangerons avec elle sur son parcours et son engagement pour l'égalité homme-femme. Bonjour à tous, je m'appelle Antonia et je suis en compagnie de Paul. Nous sommes JRI et aujourd'hui nous allons parler de la place de la femme avec Meliene Di Ebreu Nunes da Silva. Alors Meliene, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Meliene, je suis portugaise et j'ai 21 ans. Je suis une ancienne élève du lycée français international de Porto et donc une ancienne du réseau AEFE et actuellement je fais mes études en France. Je viens de finir ma licence, une double licence à Sciences Po Paris et à la Sorbonne en sciences sociales et lettres modernes et donc actuellement je suis en césure d'études et je réalise des stages et je suis actuellement chez France Télévisions. Très bien. Donc la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à la problématique de la place des femmes dans la société et au féminisme? Je pense que quelque part c'est un peu malgré moi. Enfin, je suis directement concernée en fait en tant que femme. Je suis directement, on va dire, confrontée avec tout ce qui implique le fait d'être une femme et aussi parce que je pense qu'au fur et à mesure pendant que je grandissais, j'ai été amenée à voir plusieurs injustices,
Et aussi parce que je pense que les personnes que j'admire le plus finalement dans ma vie, ce sont des femmes, c'est ma mère, c'est ma grand-mère. J'ai pu voir tout ce qu'elles ont traversé, tout ce qu'elles ont combattu, tout ce qu'elles ont dû traverser, voilà. Et donc, je pense que c'est pour ça, un peu malgré moi et un peu parce que c'est quelque chose pour laquelle je veux me battre, que je me suis intéressée à la place des femmes et au féminisme. Très bien. Et à votre avis, la condition des femmes dans le monde, pourquoi est-ce qu'elle s'améliore si lentement? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais j'en parlerai peut-être de deux concrètement. Je pense que d'une part, il y a beaucoup d'amalgame par rapport au mot qui est le féminisme. Je pense que plusieurs personnes ne semblent pas être d'accord sur ce que veut dire ce terme. Et c'est un problème parce que dans le fond, et on peut trouver la définition dans le dictionnaire, dans le fond, le féminisme, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas féministe en théorie. Mais je pense que comme il y a forcément des courants qui viennent avec ce mouvement, les personnes ont presque peur, on va dire, de se dire féministes. Donc je pense que ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles la condition des femmes, elle avance très lentement. Mais c'est aussi, je pense, parce que il n'y a pas vraiment de solidarité entre les femmes entre elles. C'est-à-dire que quand vous allez voir des mouvements sociaux, par exemple au sein de la communauté LGBT, vous avez un vrai sens de la communauté, un vrai sens de l'entraide, un vrai sens de la solidarité qu'on retrouve parfois pas chez les femmes parce que depuis toute petite, je pense qu'on est un peu amené à être en compétition. Et donc, on est un peu amené à contribuer à ces injustices-là, même si parfois on ne s'en rend pas compte. Et donc, je pense que c'est pour ça que, particulièrement, la condition des femmes, elle avance très lentement. Même si aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est d'être différente et qu'on espère donc que ça ira plus vite. Merci beaucoup. La prochaine question est la suivante. Pensez-vous que l'école est un bon moyen de diffusion des valeurs féministes? Alors oui, en fait, je pense que même plus largement qu'un bon moyen de diffusion des valeurs féministes, c'est un bon moyen de diffusion des valeurs tout court. Le rôle de l'école, c'est un peu quand même de véhiculer certaines valeurs. Si on pense, je sais pas, comme ça, à la formation de la Troisième République, le rôle de l'école, c'était quand même d'apprendre les valeurs républicaines. Et à la fin, l'égalité, donc elle concerne aussi l'égalité entre les hommes et les femmes, mais l'égalité, c'est une valeur républicaine. Et donc, je pense que l'école, à travers la diffusion de ces valeurs, des valeurs qui nous apprennent à vivre en société, mais aussi par exemple de l'histoire, parce qu'on va être amené à travailler sur l'histoire des droits des femmes aussi. C'est un vrai moyen pour véhiculer ces valeurs-là, et donc l'égalité, et donc forcément le féminisme, même si aujourd'hui on voit aussi plusieurs courants qui vont dire que l'école véhicule des idéologies. Ce n'est pas le rôle de l'école. C'est plus de véhiculer des valeurs. Et donc, je pense qu'il faut combattre cette idée que l'école diffuse des idéologies. Voilà. Vous avez créé un site internet qui s'appelle The Elephant in the Room. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette initiative? Oui, tout à fait. Donc, c'est une initiative qui est née quand j'étais en échange à l'étranger. J'étais aux Pays-Bas et j'ai rencontré une amie britannique qui était aussi en échange. Et on était toutes les deux très intéressées par le journalisme. On était toutes les deux très impliquées dans la cause du féminisme et des droits des femmes. Et donc, on avait un peu marre, entre guillemets, d'assister en fait aux choses. C'est-à-dire que tous les jours, on voyait des choses choquantes passer, soit à la télévision, soit on voyait des choses arriver à nos proches qui nous marquaient très fortement. Et donc, on s'est dit qu'il fallait un peu qu'on fasse quelque chose. Et on a profité d'un cours de journalisme qu'on a eu dans notre université pour commencer un projet. Et donc, ce projet The Elephant in the Room, au départ, c'était un projet qui voulait diffuser des témoignages donc de femmes qui avaient vécu soit des violences de harcèlement sexuel ou autre. Et au fur et à mesure, ça continue à grandir. Et donc maintenant, on a des personnes qui écrivent régulièrement sur plusieurs sujets, donc que ce soit l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi la lutte contre les discriminations de façon plus générale. Et donc on a plusieurs catégories d'écriture. On a toujours des témoignages de personnes qui veulent en parler de leur vécu, mais on a aussi des articles d'agriculture, des articles de société, des articles d'histoire. Et donc voilà, c'est comme ça, c'est de là que c'est venu. Merci. Donc la question qui suit naturellement serait de savoir si les réseaux sociaux sont un réel espoir pour aider les victimes.
Alors je pense que les réseaux sociaux sont importants dans la mesure où ils permettent une libération de la parole. Aujourd'hui, on a assisté à plusieurs mouvements. En France, on a vu Balance ton port, mais on a aussi le mouvement MeToo plus largement qui aborde plusieurs pays. Plus récemment, le mouvement MeToo inceste, etc. Je pense que les réseaux sociaux sont importants. Il ne faut pas bafouer l'importance que ça peut avoir dans la libération de la parole et dans une prise de conscience qui du coup est plus générale parce que ça donne beaucoup de visibilité au mouvement, ça donne plus de visibilité aux victimes aussi. Mais je pense que ce n'est pas tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie perte de confiance, par exemple, dans le système judiciaire, qui reste quand même le seul moyen pour avoir véritablement des conséquences. Et donc, je pense que même si les réseaux sociaux sont très importants, il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte que la parole ne soit pas que libérée dans les réseaux sociaux. Il ne suffit pas aussi non plus de juste passer sur Twitter, mettre un like sur un post et se dire qu'on a tout fait, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Et donc, il ne faut pas que les réseaux sociaux soient le seul moyen de transmission de ces valeurs-là. Très bien. Pour revenir sur le mouvement MeToo Inceste qui a été très médiatisé en France ces derniers mois, notamment grâce au livre de Camille Kouchner, La famille a grindé. Ce livre révèle des faits reprochés à Olivier Duhamel et il a beaucoup déstabilisé l'institution de sciences politiques de Paris. Quel a été le message de votre association et sa réaction ? Alors, donc, je suppose que vous parlez de Nova, donc mon association à Sciences Po. Je pense que donc Olivier Duhamel, c'était une figure, non pas exemplaire, mais c'était une figure qui était irriguée en exemple, en tout cas. Et donc, c'était quelqu'un que beaucoup d'élèves, je pense, admiraient. Et donc, en fait, on est tombé de très haut, finalement. C'est-à-dire que c'était un choc pour tout le monde. Pas uniquement pour la communauté académique, mais également donc, pour l'Institut d'études politiques de Paris plus largement et pour les étudiants aussi. Et donc, je pense, et c'était le message de notre organisation, qu'il fallait qu'il y ait une coupure claire dans ce sens-là, c'est-à-dire que Sciences Po se revendique un certain nombre de valeurs, dont l'égalité, la lutte contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles. Et donc, de ce point de vue-là, il faut que la rupture, elle soit claire pour que les étudiants, les étudiantes et les étudiants d'ailleurs puissent avoir confiance en l'institution et puissent se sentir en sécurité au sein de l'institution. Merci. Et donc la dernière question, c'est selon vous, comment peut-on en tant qu'élève contribuer à créer une société qui serait plus féministe? Je pense que ça passe surtout par des petites actions du quotidien, en fait. Des trucs qu'on peut considérer comme tout bêtes, mais qui, au fond, vont nous aider à ne pas normaliser certains comportements qui sont sexistes. Je pense que c'est surtout en parler autour de soi. Quand on voit, par exemple, quelqu'un qui va dire que le féminisme, c'est le machisme, mais pour les femmes, c'est dire que non, que c'est faux, que c'est un courant qui veut juste l'égalité. C'est aussi dans la rue ne pas tolérer des formes de harcèlement de rue qui sont extrêmement communes. C'est aussi appeler à l'ordre non seulement des personnes qu'on peut croiser dans la rue qu'on ne connaît pas, mais aussi nos proches, nos amis, parce que finalement c'est des comportements qui touchent même les personnes qui sont proches de nous et qui parfois n'ont même pas conscience qu'elles sont peut-être en train de véhiculer certains comportements qui sont injustes et sexistes en fait. Et donc, je pense que c'est des petites choses du quotidien qui, dans le fond, font toute la différence parce qu'elles aident à véhiculer ce message que ce n'est pas normal aujourd'hui de se faire harceler dans la rue, ce n'est pas normal de ne pas se sentir à l'aise quand on prend le métro et qu'on a une jupe. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui font toute la différence. Merci beaucoup à Madame Diebreu pour ces échanges particulièrement intéressants et qui donnent envie de s'engager. Et enfin, retrouvons Thaïs qui est allée interroger les élèves de CM1D sur l'égalité filles-garçons. Ils avaient abordé ce sujet en classe lors de la semaine des lycées français du monde de novembre 2020. Ils nous livrent maintenant les résultats de leurs recherches. Donc, bonjour, je m'appelle Thaïs et je suis une lycéenne qui vient voir des élèves du primaire. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Mathias, je viens de la classe CM1D et je représente le lycée français Charles Lepierre de Lisbonne. Bonjour, je m'appelle Stella, on vient de la classe CM1D et on vient parler de l'égalité filles-garçons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous raconter un peu de quoi vous avez parlé dans votre classe pendant la semaine des lycées français du monde? On a parlé de l'égalité filles-garçons. On a fait ça par étapes, 4 étapes. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu les étapes? Alors, les filles de notre classe ont voté pour un sport et les garçons écrivaient ce qu'ils ressentaient, tout ce qu'ils voulaient, injustice ou incompréhension, tout ça. Par rapport au fait qu'ils n'avaient pas le droit de voter? C'est ça. D'accord. La deuxième étape, c'est on a lu 2 textes, un de l'égalité filles-garçons et un autre qui parlait que quelques filles ne pouvaient pas y aller à l'école dans quelques continents comme l'Inde et l'Afrique. Ensuite, on a regardé des vidéos toujours sur l'égalité filles-garçons. Et après, on a écrit des textes pour défendre l'égalité filles-garçons. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de petits textes, de petites citations, de phrases qui ont été écrites sur cette affiche que vous avez faite? C'est des messages qu'on a écrits. Quelques disaient que tout le monde est égaux, ça revenait souvent. Et aussi qu'il y avait dans certains pays où c'était énorme le nombre de filles qui ne pouvaient pas avoir accès à l'éducation. Et ça vous a beaucoup étonné de découvrir ces chiffres? Ouais. Je savais déjà un petit peu, mais je pensais que c'était moins. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça, personnellement? Il faut arrêter de croire que les filles sont moins fortes que les hommes. Ça dépend déjà. Et j'ai remarqué que c'était plus les garçons qui faisaient la loi, qui disaient les filles ça a une rose. Ça dépend. Je pense que les femmes et les hommes doivent être égaux. Parce qu'il n'y a pas de grandes différences entre eux. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur la web radio du lycée français de Lisbonne.